Tu ne es pas vraiment notre fille. Nous ne t'avons recueilli que par pitié, a murmuré ma mère au dîner. Mes cousins ont ri, c'est juste un cas de charité. Ils n'avaient aucune idée que la maison dans laquelle il était assis était maintenant la mienne. La première fois que ma mère adoptive Sylvie m'a dit que je n'étais rien d'autre qu'une œuvre de charité, nous étions assis autour de la table de salle à manger en acajou qui était dans la famille Duval depuis des générations. J'aurais dû m'en douter. La façon dont ses lèvres se courbaient en ce rictus familier, comment ses doigts se serraient autour de son verre de vin jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Je m'appelle Chloé et j'ai passé 24 ans à essayer de gagner ma place dans cette famille. Ce soir, comme tous les autres dîners du vendredi soir, je reste assise tranquillement pendant que les autres me parlent par-dessus, faisant comme si j'étais invisible. Mais je ne suis plus invisible. Pas depuis la mort de grand-père Maurice il y a 3 semaines. Passe le sel, l'œuvre de charité, dit Florence avec un sourire narquois, son bracelet tennis en diamant captant la lumière alors qu'elle tend la main à travers la table. Ma cousine n'a jamais pris la peine de cacher son dédain. Je lui fais glisser la salière, gardant mon visage soigneusement neutre. Le poids de l'enveloppe dans mon sac à main, rangé en sécurité contre ma chaise, me donne de la force. Qu'ils jouent à leur jeu. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Vraiment, Florence, dit Sylvie, ma mère adoptive, avec un rire qui ressemble à du verre brisé. Mais nos yeux racontent une autre histoire. Ils l'ont toujours fait. Marc renifle dans son verre de vin. Comment devrions-nous l'appeler d'autre? Ce n'est pas vraiment la famille, maintenant. Maintenant, c'est vrai, renchérit Catherine, sa voix suintant de fausse douceur. Nous lui avons tout donné, un toit au-dessus de la tête. Une éducation. Elle s'interrompt, me regardant avec attente. Merci, murmurai-je, les mots acides sur ma langue. Je suis très reconnaissante. Comme il se doit, dit Sylvie sèchement. Elle se penche, son souffle chaud contre mon oreille. Rappelle-toi, ma fille, tu n'es ici que parce que j'ai eu pitié de toi. N'oublie pas ta place. La table devient silencieuse. Tout le monde fait comme s'il n'avait rien entendu. Même Sophie, d'habitude la plus silencieuse de mes tourmenteuses, ne peut cacher son sourire satisfait. Le fiancé de Florence, Antoine, se contente de fixer son assiette. Un béni oui-oui jusqu'à la moelle. En parlant de place, annonce Florence, se redressant sur sa chaise. J'ai hâte de lire le testament la semaine prochaine. Enfin, tout sera remis en ordre. Elle me lance un regard triomphant. Certaines personnes pourraient avoir besoin de commencer à chercher de nouveaux arrangements. Isabelle, mon autre tante, se penche pour tapoter la main de Florence. Patience, chère. Les bonnes choses arrivent à ceux qui les méritent. Je prends une petite gorgée d'eau, cachant mon expression. Si seulement il savait ce que grand-père Maurice m'avait dit lors de notre dernière conversation. S'il pouvait voir le vrai testament, rangé en sécurité avec ses pages soigneusement tapées qui allaient briser leur monde. Je pensais, continue Sylvie, sa voix portant à travers la table. Il serait peut-être temps pour Chloé de commencer à chercher son propre endroit de toute façon. Elle est certainement assez grande. Je ne saurais être plus d'accord, ajoute Catherine. Ce n'est pas sain de la garder dépendante comme ça. Elle a besoin d'apprendre à se débrouiller seule. La conversation continue autour de moi. Chaque personne ajoute son opinion sur mon avenir comme si je n'étais même pas là. Je me concentre sur la découpe de ma viande en carrés précis. Me rappelant les mots de grand-père Maurice. Laisse-les croire qu'ils ont gagné, petite renarde. Le moment venu, tu leur montreras de quoi tu es faite. Un bruit soudain fait sursauter tout le monde. Florence a laissé tomber sa fourchette et du vin rouge se répand sur la nappe blanche comme du sang. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire, me lance-t-elle, bien que je ne sois nulle part près d'elle. Tu es tellement distrayante, juste assise là à fixer comme une poupée creepy. Je vais chercher un chiffon, dis-je en me levant. Pendant que je me dirige vers la cuisine, j'entends leur rire, leurs commentaires chuchotés. Chaque mot, chaque ricanement ajoute une autre brique au mur de ma résolution. Dans la cuisine, je serre le comptoir jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. À travers la porte, j'entends la voix de Florence, claire comme une cloche. La semaine prochaine, nous allons enfin obtenir ce que nous méritons, et elle apprendra exactement où est sa place. Je porte la main à ma poche et touche le petit appareil d'enregistrement caché là. Une autre conversation capturée, une autre preuve stockée. Ils pensent que la semaine prochaine sera leur triomphe.
Ils n'ont aucune idée que ce sera leur déchéance. Prenant une profonde inspiration, j'attrape un chiffon et retourne dans la salle à manger. Les yeux froids de Sylvie me suivent pendant que je nettoie la tâche, et je sens le pied de Florence heurter délibérément mon genou pendant que je travaille. Désolée, dit-elle avec un petit rire. Cela suggère qu'elle est tout sauf ça. Je me redresse, rencontrant son regard fixement. Ne t'inquiète pas, je réponds, ma voix douce. Tout va se passer exactement comme il le faut. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacille dans les yeux de Florence. De l'incertitude, peut-être, même de la peur. Bien. Elle devrait avoir peur. Ils devraient tous l'être. Parce qu'en 7 jours, je vais détruire tout ce qui leur est cher. Il y a 3 semaines, j'étais assise en face de grand-père Maurice dans son bureau pour la dernière fois. Le fauteuil en cuir a gémi pendant que je m'y installais, le regardant verser du thé dans de délicates tasses en porcelaine avec des mains tremblantes. Même alors, je savais que quelque chose était différent. Ses yeux avaient une clarté que je n'avais pas vue depuis des mois. Earl Grey, 2 sucres, dit-il, me tendant ma tasse. Tu es la seule qui le prend exactement comme moi. Merci, grand-père. J'ai entouré la tasse chaude de mes mains, respirant le parfum familier de bergamote. Il s'est penché en avant, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Dis-moi, petite renarde, comment te traite-t-il quand je ne suis pas là? La question m'a prise au dépourvu. Pendant des années, j'avais essayé de lui cacher la vérité, ne voulant pas le charger de ma douleur. Mais quelque chose dans son expression m'a dit que l'honnêteté était cruciale. J'ai dégluti. Il s'assure que je sais que je n'appartiens pas ici. Le visage de grand-père Maurice s'est assombri. Je les ai observés, vu comment il chuchote, comment il rit. Même Sylvie, qui aurait dû. Il s'est arrêté, secouant la tête. Je t'ai déçu, Chloé, mais je vais arranger les choses. Il s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne, et s'est dirigé vers son bureau. Du tiroir du bas, il a sorti une épaisse enveloppe en papier craft. C'est mon vrai testament, dit-il, me le tendant. Celui que Maître Dubois a éteint leur. Ils sont tous tellement sûrs de savoir ce qu'il contient, mais ils ne savent rien. Ma main a tremblé en prenant l'enveloppe. Pourquoi me donnes-tu ceci? Parce que tu as plus de force qu'aucun d'eux. Il s'est rassis, les yeux intenses. Tu as enduré leur cruauté sans devenir cruel toi-même. C'est pourquoi tu mérites tout. Tout, murmurai-je. La maison, l'entreprise, la majorité de la succession, dit-il avec un sourire, mais teinté de tristesse. Ils se battront, bien sûr. C'est pourquoi j'ai préparé autre chose pour toi. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une petite clé. Dans mon coffre, derrière le tableau de la chasse aux renards, tu trouveras des documents, des preuves de leur manigance, de leur fraude, de leur petite trahison. Je les collectionne depuis des années. Mais pourquoi ne les as-tu pas affrontés? Parfois, petite renarde, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il a ri, puis est redevenu sérieux. Il y a autre chose que tu devrais savoir sur ta mère. Un coup à la porte du bureau l'a interrompu. Père, a appelé la voix de Sylvie. Es-tu là? Rappelle-toi, a chuchoté grand-père Maurice d'urgence. Attends la lecture officielle. Laisse Maître Dubois s'occuper de tout. Et Chloé, il a attrapé ma main. N'oublie jamais. Tu es plus forte que tous. La porte s'est ouverte avant que je ne puisse répondre. Sylvie se tenait là, ses yeux se rétrécissant en voyant nos mains jointes. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle demandé. Juste en train de prendre le thé avec ma petite fille préférée, a dit grand-père Maurice calmement, sans lâcher ma main. Le visage de Sylvie s'est tordu. Ce n'est pas ta petite fille. Elle est plus ma famille que tu ne l'as jamais été, a-t-il répondu, sa voix d'acier. Je n'oublierai jamais l'expression de Sylvie à ce moment-là, une haine pure dirigée vers nous deux. Elle s'est retournée et est sortie en trombe, laissant la porte ouverte derrière elle. Va maintenant, a dit grand-père Maurice doucement, et vérifie les registres de naissance dans ses documents. Il y a un nom là que tu dois voir. C'était la dernière fois que je lui parlais. Il est décédé dans son sommeil 2 jours plus tard. Maintenant, assise dans ma chambre après un autre horrible dîner de famille, je sors l'acte de naissance que j'ai trouvé dans son coffre. Le nom dessus n'a aucun sens. Élodie Marie Duval, née 18 mois avant moi. Personne n'a jamais mentionné ce nom.
Cette sœur ou cousine fantôme. Un coup à ma porte me fait cacher rapidement le document. Entrez, dis-je. Florence entre en se dandinant, ne prenant pas la peine d'attendre ma réponse. Je voulais juste te rappeler de faire tes valises, dit-elle doucement. Après la semaine prochaine, tu ne seras plus la bienvenue ici. Je rencontre son regard fixement. Nous verrons. Non, nous ne verrons pas, lance-t-elle. C'est notre maison, notre famille. Tu n'es qu'une œuvre de charité qui a abusé de son hospitalité. Pendant qu'elle s'en va d'un air dédaigneux, je touche l'enveloppe cachée sous mon matelas. Tu as tort, Florence, je murmure dans la pièce vide. Cette maison appartient exactement à qui grand-père Maurice voulait qu'elle appartienne. Et dans 7 jours, ils apprendront tous exactement de qui il s'agit. Le jour précédant la lecture du testament, je les ai trouvés tous rassemblés dans le jardin d'hiver, leur voix portant à travers la porte partiellement ouverte. Je me suis plaqué contre le mur, mon téléphone en main pour enregistrer, une habitude que j'avais développée depuis la dernière conversation de grand-père Maurice avec moi. Tout est arrangé, disait Sylvie. Une fois le testament lu, nous lui donnerons 2 jours pour faire ses valises. 2 jours, c'est généreux. Je dis qu'on change les serrures immédiatement. Doucement, doucement. La voix d'Isabelle suintait de fausses sollicitudes. Nous devons paraître charitables pour les apparences. Le rire de Florence a percé l'air. Les apparences, s'il vous plaît. Tout le monde sait qu'elle n'a pas sa place ici. Même ce travail pathétique qu'elle a à la bibliothèque ne paiera pas un appartement dans cette ville. J'ai déjà appelé mon ami agent immobilier. La maison sera sur le marché le mois prochain. Nous nous la partagerons en 5. Moi, Catherine, Isabelle, Florence et Sophie. Et Marc, a demandé Catherine sèchement. Il aura sa part de l'entreprise. C'est plus que juste. J'ai entendu des pas approcher et me suis rapidement faufilé dans la pièce adjacente, retenant mon souffle pendant que Antoine passait. Par l'interstice de la porte, je l'ai vu entrer dans le jardin d'hiver. Les avocats sont prêts pour demain, a-t-il annoncé. Maître Dubois a confirmé l'heure, 14 heures. Parfait, a ronronné Florence. Bientôt, nous aurons tout ce que nous méritons, chérie. J'ai sorti mon carnet, ajoutant la conversation d'aujourd'hui à ma collection croissante de preuves. Les pages étaient remplies de dates, d'heures et de citations exactes, un registre détaillé de chaque affront, chaque manigance, chaque intention cruelle. Et si elle faisait une scène? La voix de Sophie était à peine audible. Alors la sécurité la fera sortir, a déclaré Sylvie catégoriquement. J'ai déjà tout arrangé. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Maître Dubois. Tout est en place pour demain. Es-tu prête? J'ai répondu en tapant. Plus que prête. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les vieux dossiers de ton grand-père Maurice. Nous devrions en discuter avant la lecture. Avant que je ne puisse répondre, la porte du jardin d'hiver s'est ouverte en grand. Je me suis plaqué davantage dans les ombres pendant qu'ils sortaient, leurs visages rougis par le vin et la victoire anticipée. Je vous vois tous demain, et ensuite nous pourrons enfin en finir avec cette histoire d'œuvre de charité. J'ai attendu que leur pas s'éloigne avant de me glisser jusqu'à ma chambre. Sur mon lit se trouvait une enveloppe que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec des mots tapés. Tu n'auras jamais ta place ici. J'ai souri, l'ajoutant à mon dossier de preuves. Il rendait cela presque trop facile. Un léger coup à ma porte m'a fait sursauter. C'était Sophie, l'air mal à l'aise. Je peux entrer? J'ai hoché la tête, curieuse. Sophie me cherchait rarement seule. Écoute, dit-elle, se frottant les mains. Je sais ce qui se passe demain. Je voulais dire oui. Peut-être pourrions-nous t'aider à trouver un endroit, quelque chose de petit mais décent. Je me sens? Elle s'est interrompue. Coupable, ai-je suggéré. Son visage s'est durci. Ne pousse pas le bouchon. J'essaie d'être gentille. Comme tu l'étais quand tu as dit à tout le monde à ma fête de remise de diplôme que j'étais seulement la grâce à la charité? Elle a tressailli. C'était il y a des années. C'était l'année dernière, Sophie. Et tu n'as pas changé. Je me suis levé. Mais merci pour l'offre. Je sais déjà où je vais habiter. Vraiment? Oui. Ici même. Elle a ri, mais son rire sonnait incertain. Tu es délirante. Demain.
Demain sera très intéressant. Tu devrais peut-être te préparer. Quelque chose dans mon ton l'a fait reculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais de beaux rêves, Sophie. Dis bonjour à Florence et aux autres de ma part. Après son départ, j'ai ressorti l'acte de naissance de grand-père Maurice, étudiant le nom qui me hantait. Élodie Marie Duval. Pourquoi était-il si important? Mon téléphone a vibré à nouveau. Maître Dubois, rendez-vous à 12h30 demain. Apporte tout ce dont nous avons discuté. J'ai touché l'enveloppe Kraft contenant le vrai testament de grand-père Maurice. Puis le dossier de preuves que j'avais collecté, des années d'enregistrement, de photographies, d'abus documentés, et de relevés financiers montrant leurs activités frauduleuses. Demain, ils apprendraient ce que ça faisait de tout perdre. Mais d'abord, je devais résoudre le mystère d'Élodie Marie Duval. Quelque chose me disait que ce nom était la clé d'un secret encore plus grand qui pourrait briser ce qui restait des mensonges soigneusement construits de cette famille. J'ai réglé mon réveil pour tôt le matin. En moins de 24 heures, tout allait changer et je leur montrerais enfin exactement qui ils avaient tourmenté pendant toutes ces années. Le bureau de Maître Dubois semblait trop petit pour la tension qui y crépitait. Sylvie était assise avec componction sur la chaise centrale, flanquée de ses sœurs, tandis que Florence et Sophie étaient perchées sur le canapé en cuir. Marc était appuyé contre le mur, essayant d'avoir l'air ennuyé. J'ai choisi un siège près de la porte, loin de tous. Avant de commencer, a dit Maître Dubois, ajustant ses lunettes. Je tiens à rappeler à chacun que c'est une procédure légale. Allons-y, dépêchons-nous, a claqué Sylvie. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Maître Dubois a ouvert un dossier. Très bien. Voici les dernières volontés et le testament de Maurice James Duval. J'ai regardé leur visage pendant qu'ils lisaient les sections préliminaires. Florence souriait déjà narquoisement tandis que les doigts de Sylvie tambourinaient impatiemment sur la coudoir de sa chaise. La distribution des biens, a continué Maître Dubois, est la suivante. Enfin, a murmuré Catherine. Maître Dubois s'est raclé la gorge. À ma petite fille, Chloé, je laisse l'intégralité de ma succession, y compris la maison familiale, les participations commerciales et les actifs liquides, à l'exception de petits legs personnels énumérés en annexe. La pièce a explosé. Quoi, a hurlé Florence, sautant sur ses pieds. C'est impossible, a grogné Sylvie. Ça ne peut pas être juste. Marc s'est détaché du mur. C'est. Si vous me permettez de continuer, a élevé Maître Dubois la voix au-dessus du chaos. Non. Sylvie s'est levée, le visage rougi. C'est clairement une erreur. Elle n'est même pas de la famille. J'ai fouillé dans mon sac et sorti l'enveloppe que grand-père Maurice m'avait donnée. En fait, c'est le vrai testament, celui que grand-père Maurice voulait que j'apporte aujourd'hui. Maître Dubois a hoché la tête. Oui, votre grand-père a laissé ceci à Chloé, anticipant la résistance. Elle l'a falsifié. Elle essaie de voler ce qui nous appartient. J'ai une preuve vidéo de Maurice signant ce testament, ainsi que plusieurs témoins. C'est entièrement légal et contraignant. Sylvie s'est tournée vers moi, les yeux sauvages. Tu l'as manipulé, tu l'as empoisonné contre sa vraie famille. Vraie famille? Je me suis levé lentement, sortant mon téléphone. Parlons de vraie famille. J'ai appuyé sur lecture. Leurs propres voix ont rempli la pièce, planifiant de me jeter dehors, se moquant de moi, discutant de la façon de se partager des biens qui ne leur appartenaient pas. Tu nous as enregistrés? A halté Sophie. J'ai tout enregistré. J'ai rencontré le regard de Sylvie. Chaque insulte, chaque menace, chaque manigance. Petite vipère. A sifflé Catherine. Il y a plus, a interrompu Maître Dubois, brandissant une autre enveloppe. Maurice a laissé ceci spécifiquement pour Chloé, à ouvrir après la lecture du testament. Sylvie s'est jetée dessus, mais Maître Dubois l'a retenue. Ceci n'est pas pour vous, Sylvie. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre et un autre acte de naissance. Chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que la vérité sur le testament a été révélée. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose sur ta vraie mère. Stop, a murmuré Sylvie, son visage soudainement pâle. J'ai continué à lire. La femme qui t'a élevé n'est pas ta mère biologique. La vérité est... J'ai dit. Stop, a crié Sylvie. La vérité est quoi, Sylvie, ai-je exigé.
Que tu as abandonné ta première fille, que je ne suis pas du tout l'œuvre de charité? La pièce est devenue d'un silence mortel. De quoi parle-t-elle? A demandé Florence, sa voix faible. Élodie Marie Duval, dis-je, brandissant l'acte de naissance que j'avais trouvé. Née de Sylvie Duval, 18 mois avant moi. Qu'est-il arrivé à elle, Sylvie? Et pourquoi m'as-tu vraiment recueilli? Sylvie s'est affaissée sur sa chaise, toute couleur ayant déserté son visage. Mère, a pressé Florence. Je ne pouvais pas. La voix de Sylvie s'est brisée. Je ne pouvais pas m'occuper d'un enfant à l'époque. J'étais trop jeune, trop concentré sur ma carrière. Alors, je l'ai abandonnée. Et puis quand elle est morte. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Je t'ai recueilli par culpabilité. Tu avais le même âge qu'elle aurait eu. Oh mon Dieu, a soufflé Sophie. Maître Dubois a sorti un autre document. Il y a une dernière révélation. Chloé, ta mère biologique, elle est dans cette pièce. Mon cœur s'est arrêté quand il a glissé le papier sur le bureau. Là, en noir et blanc, se trouvait mon acte de naissance original. Répertorié comme ma mère, un nom qui a fait basculer le monde sur son axe. Isabelle, ai-je murmuré, me tournant vers ma tante, qui était figée sur sa chaise. Tu es ma mère. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Puis Isabelle a commencé à rire, un rire aigu, hystérique qui a rebondi sur les murs du bureau. Eh bien, je suppose que tous nos secrets sont révélés maintenant, n'est-ce pas? Le rire d'Isabelle s'est éteint aussi soudainement qu'il avait commencé. Le bureau donnait l'impression de rétrécir, de se refermer sur nous tous. Tu savais, ai-je réussi à demander. Pendant tout ce temps, tu les as regardés me traiter comme ça, et tu savais. Bien sûr que je savais. La voix d'Isabelle était glaciale. Je t'ai abandonné pour une raison. Sylvie n'était pas la seule à avoir des ambitions. Florence s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. C'est insensé. Vous êtes toutes folles. Cette maison nous appartient. Asseyez-vous, a ordonné Maître Dubois. Nous n'avons pas fini. Oh, je crois que si, a répliqué Sylvie en grognant, retrouvant sa voix. Ce testament va être contesté. Vous ne pouvez pas prouver. En fait, j'ai interrompu, sortant à nouveau mon téléphone. Je peux tout prouver. Grand-père Maurice ne m'a pas seulement laissé le testament. Il m'a laissé la preuve de tous vos crimes. J'ai joué un autre enregistrement. La voix de Sylvie discutant de fraude fiscale avec Catherine. Puis un autre, Florence complotant avec Antoine pour falsifier des documents. C'est illégal, a crié Marc. On ne peut pas enregistrer des gens sans le consentement d'une seule partie dans cet état. Parfaitement légal. Pourquoi, a demandé Isabelle. Tout le monde s'est tourné vers elle. Pourquoi Maurice a-t-il fait ça? Parce qu'il a tout vu, ai-je répondu. Chaque mot cruel, chaque manigance. Il vous a regardé tous me traiter comme des déchets tout en volant son entreprise, en falsifiant des documents, en évitant les impôts. Le visage de Sylvie est passé du rouge au violet. Espèce de petite ingrate. Ne finissez pas cette phrase, a averti Maître Dubois. Les autorités judiciaires enquêtent déjà sur les allégations de fraude fiscale. La pièce a éclaté à nouveau. Catherine a fondu en larmes. Marc a donné un coup de pied dans le mur. Florence a attrapé son sac de créateur et a essayé de courir, mais l'assistante de Maître Dubois bloquait la porte. Il ne s'agit plus seulement du testament, a poursuivi Maître Dubois. Maurice a laissé une documentation étendue sur les crimes financiers commis par plusieurs personnes dans cette pièce. Vous bluffez, a murmuré Sylvie. J'ai sorti ma dernière preuve, une clé USB. Tout est ici. Relevé bancaire, signature falsifiée, comptes offshore. Grand-père Maurice savait ce que vous faisiez. Il a rassemblé des preuves pendant des années. Donnez-moi ça. Florence s'est lancée vers la clé, mais j'ai reculé. Ça a déjà été copié et soumis aux autorités, a dit Maître Dubois, ainsi que les enregistrements et photographies de Madame Chloé. Isabelle s'est levée lentement, lissant sa jupe. Bien joué, ma fille. Elle a craché le mot comme du poison. Tu nous as toutes ruinées. Non, je l'ai corrigé. Vous vous êtes ruinés vous-même. J'ai juste exposé la vérité. Ce n'est pas fini, a sifflé Florence. Nous nous battrons. Vous
Vous ferez quoi, ai-je défié. Racontez à tout le monde comment vous avez traité votre propre cousine? Ou devrais-je dire votre tante? Le mot a plané dans l'air comme de la fumée. Florence a reculé comme si je l'avais giflé. C'est ça, ai-je poursuivi. Techniquement, je suis la sœur de votre mère, ce qui fait de moi votre tante. Drôle de façon dont la famille fonctionne, n'est-ce pas? J'ai besoin d'air, a marmonné Sophie, dépassant l'assistante de Maître Dubois et fuyant la pièce. Sylvie s'est levée, sa contenance se fissurant. Tu as commis une terrible erreur. Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. En fait, si. J'ai rencontré son regard fixement. C'est pourquoi j'ai pris des précautions. S'il m'arrive quoi que ce soit, tout devient public. Chaque enregistrement, chaque document, chaque petit secret sale. Tu es juste comme lui, a-t-elle craché. Manipulatrice, calculatrice. Couronnée de succès, ai-je suggéré. Oui, j'ai appris des meilleurs. Pendant que vous complotiez tous pour voler son héritage, grand-père Maurice m'enseignait comment le protéger. Maître Dubois s'est raclé la gorge. La maison doit être évacuée dans les 30 jours. Tous les biens seront gelés en attendant l'enquête criminelle. Où sommes-nous censés aller, a exigé Florence. J'ai souri doucement. Peut-être pourriez-vous chercher quelque chose de petit mais décent. J'entends dire que la charité peut aider. Sylvie s'est déplacée si vite que je l'ai à peine vue venir. Sa main a claqué sur mon visage, le son comme un coup de feu dans le petit bureau. Sylvie, a crié Maître Dubois. C'est une agression. Ajoutez-le à la liste, ai-je dit tranquillement, touchant ma joue qui brûlait. Je suis sûr que la police sera très intéressée par tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Isabelle a rassemblé ses affaires, s'arrêtant à la porte. Tu as peut-être gagné, Chloé, mais souviens-toi, tu es toujours seule. Pas de vraie famille, pas de vraie relation, juste une grande maison vide et beaucoup d'argent. Mieux qu'une cellule de prison, ce vers quoi certaines d'entre vous pourraient se diriger. Un par un, ils sont sortis, laissant derrière eux les débris brisés de leurs mensonges soigneusement construits. Seul Maître Dubois est resté, me regardant avec inquiétude. Tout va bien, a-t-il demandé. J'ai ramassé les actes de naissance, les deux, et les ai rangés dans mon sac. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Il y a une autre chose, a-t-il dit, sortant une autre enveloppe. Votre grand-père a laissé ceci pour après aujourd'hui. Il a dit que vous sauriez quand l'ouvrir. Je l'ai prise, sentant son poids. Merci, Maître Dubois. Pour tout. Soyez prudente, a-t-il averti. Ils ne vont pas se laisser faire. Je sais, ai-je dit, me dirigeant vers la porte. C'est exactement sur ça que je compte. La première attaque est survenue 3 jours après la lecture du testament. J'étais en train de trier le bureau de grand-père Maurice quand mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Là, sur la page d'accueil du site d'actualité locale, se trouvait mon visage à côté du titre « Scandale familial ». Héritière illégitime s'empare d'une fortune par manipulation. Mon téléphone s'est immédiatement illuminé d'appels. Maître Dubois a été le premier. Ne répondez pas aux journalistes, a-t-il averti. Ils essaient de vous piéger. Florence, je suppose. Et Marc. Il donne des interviews vous dépeignant comme une chercheuse d'or manipulatrice qui a profité d'un vieil homme malade. J'ai ouvert mon ordinateur portable, trouvant plus d'articles déjà en train de se répandre sur les réseaux sociaux. Des sources anonymes affirmaient que j'avais drogué grand-père Maurice, l'avais isolé de sa famille, suggéraient même que je n'étais pas qui je prétendais être. Un coup sec à la porte d'entrée m'a fait sursauter. Par la caméra de sécurité, j'ai vu Sylvie se tenir là, impeccable dans ses vêtements de créateur. Laisse-moi entrer, a-t-elle appelé. Nous devons parler. J'ai appuyé sur l'interphone. Tout passe par Maître Dubois maintenant. Ne sois pas difficile, a-t-elle claqué. J'essaie de t'aider, comme tu as aidé Élodie. Son visage s'est tordu. Tu ne sais rien de ça. J'en sais assez. Je l'ai regardé à travers la caméra. Pourquoi m'as-tu vraiment recueilli, Sylvie? La culpabilité d'avoir abandonné ta première fille n'était pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Ouvre cette porte où je vais. Tu vas faire quoi? Appeler les médias à nouveau? Raconter plus de mensonges? J'ai ri. Vas-y. J'ai la preuve de tout. Elle a sorti son téléphone.
Très bien. Comme tu veux. 1 heure plus tard, mes réseaux sociaux ont explosé avec des publications de Florence et Sophie partageant des photos d'enfance avec des légendes sur leur sœur adoptive perturbée qui avait toujours été jalouse et avait finalement montré ses vraies couleurs. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message d'un numéro inconnu. Vérifie tes emails. Le message dans ma boîte de réception m'a glacé le sang. Nous savons ce qui est réellement arrivé à Élodie. Lâche l'affaire ou tout le monde le saura aussi. J'ai appelé Maître Dubois immédiatement. Ils deviennent désespérés, a-t-il dit après que je lui ai tout raconté. Mais ils ne savent pas pour les caméras de sécurité que tu as installées la semaine dernière. Devrais-je m'inquiéter pour Élodie? Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai fait quelques recherches, a répondu Maître Dubois. Il y a quelque chose d'étrange sur son acte de décès. Les dates ne correspondent pas à un fracas venant d'en bas la coupée. Je me suis précipité vers le flux de sécurité pour voir Marc et Antoine entrer par la porte du jardin. Quelqu'un est dans la maison, ai-je murmuré au téléphone. Appelle la police. Je pouvais les entendre se déplacer dans les pièces en bas, fouillant les tiroirs et les armoires. Ça doit être ici quelque part, a porté la voix de Marc dans l'escalier. Le vieil homme gardait tout ce qui était important dans son bureau. J'ai ouvert doucement mon ordinateur portable, activant les caméras que j'avais cachées dans la maison. Le flux serait transmis directement au bureau de Maître Dubois. Regarde ça. Compartiment caché dans le bureau. Mon cœur s'est arrêté. Ils étaient dans le bureau de grand-père Maurice, là où j'avais trouvé les actes de naissance. Des pas dans l'escalier. J'ai attrapé mon téléphone et me suis glissé dans le passage secret que grand-père Maurice m'avait montré il y a des années, un vestige de l'époque de la Prohibition. À travers une petite aération, je pouvais les voir entrer dans ma chambre. Elle doit avoir des copies quelque part, a marmonné Marc, ouvrant mes tiroirs. J'ai trouvé quelque chose. Antoine a brandi un dossier. La Sainte Sylvie doit voir ça. Des sirènes ont hurlé au loin. Marc a juré. Prenez tout, a-t-il ordonné. On réglera ça plus tard. J'ai attendu que leur pas s'éloigne, puis je suis sorti pour trouver ma chambre détruite. Mais ils avaient pris le mauvais dossier. Je gardais tous les documents importants dans un coffre-fort en centre-ville. La police est arrivée quelques minutes plus tard, mais Marc et Antoine étaient déjà partis. Pendant que je faisais ma déposition, mon téléphone a vibré avec un autre message. Bien essayé avec les caméras, mais ce n'est pas fini. Plus tard cette nuit-là, alors que la police finissait de relever les empreintes digitales, j'ai enfin ouvert la dernière enveloppe de grand-père Maurice. À l'intérieur, une seule photographie. Une Isabelle adolescente tenant un bébé, avec une date estampillée au dos. Le bébé n'était pas moi. La date était fausse. C'était Élodie. Mon téléphone a sonné. Le numéro d'Isabelle. Je suppose que tu as trouvé la photo, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Pourquoi l'as-tu donnée à Sylvie? Un long silence. Parce que Sylvie m'a offert quelque chose dont j'avais plus besoin qu'une fille. Qu'est-ce qui pouvait valoir? L'argent, le pouvoir, la position dans la famille. Sylvie ne pouvait pas avoir d'enfant à l'époque, et moi, j'étais jeune et stupide. Et Élodie, demande à Sylvie pour le 15 juillet 1998. La ligne s'est coupée. J'ai fixé la photo, le sourire d'Isabelle adolescente, le bébé qui allait devenir Élodie. Quelque chose ne collait pas. Il était temps de creuser plus profondément dans ce qui était réellement arrivé à ma sœur, ou quoi qu'Élodie ait réellement été pour moi. Le gala de charité annuel du Country Club a offert la toile de fond parfaite pour ma confrontation finale. Chaque membre de la famille serait là, maintenant leur façade sociale malgré le scandale. J'avais fait en sorte que mon invitation ne puisse pas être révoquée en faisant un don important au nom de grand-père Maurice. J'ai attendu que Sylvie soit en plein discours au podium, champagne à la main, avant de faire mon entrée. Et nous devons nous souvenir de l'importance de la famille, disait-elle, sa voix portant à travers la salle de bal. Puis elle m'a vu. Le verre de cristal a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol de marbre. S'il vous plaît, continuez, ai-je appelé, marchant vers la scène. Vous parliez de famille. Florence a sauté de sa table. Tu n'es pas la bienvenue ici. En fait, j'ai sorti un bout de papier. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre parler de famille, surtout de ce qui s'est passé le 15 juillet 1998. Le visage de Sylvie est devenu blanc crayeux. Isabelle a serré le bord de sa table.
C'est assez, a commencé Catherine, mais je l'ai interrompue. Élodie n'est pas morte, n'est-ce pas, Sylvie? Ma voix a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Tu l'as envoyé loin pour protéger le nom de la famille. Sécurité, a appelé Sylvie faiblement. Ne vous donnez pas la peine, ai-je dit. Il travaille pour moi maintenant, tout comme le personnel de maison qui a tout vu. Ce que vous avez payé pour se taire toutes ces années. Des murmures ont ondulé à travers la foule de mondains et de partenaires commerciaux. Je l'ai trouvé, Sylvie. Élodie est vivante et se porte bien à Lyon, et elle se souvient de tout. Tu mens, a murmuré Sylvie, mais ses mains tremblaient. Est-ce que je mens? J'ai sorti mon téléphone, le brandissant. Tu veux dire bonjour à ta fille? Une vidéo a commencé à jouer sur l'écran géant derrière le podium. Une femme qui ressemblait remarquablement à Sylvie, mais plus jeune, plus douce. Bonjour, mère. La voix d'Élodie a rempli la pièce. Tu te souviens de moi? La fille que tu as envoyée loin parce que je n'étais pas assez parfaite pour l'image de la famille. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Sylvie a trébuché en arrière. Mais ce n'est même pas le plus grand secret, n'est-ce pas, ai-je poursuivi, me tournant pour faire face à la foule. Vous voulez savoir pourquoi Isabelle m'a abandonné? Pourquoi Sylvie m'a recueilli? Ce n'était pas la culpabilité. C'était une assurance. Ne. A plaidé Isabelle. Grand-père Maurice savait tout. Chaque sale affaire, chaque dollar détourné. Il savait pour les comptes offshore, les contrats frauduleux, les pots de vin. Il savait que Sylvie et Isabelle le volaient depuis des années. Florence s'est levée, me pointant du doigt. Tu ne peux pas prouver. En fait, si. J'ai fait un signe de tête à Maître Dubois, qui venait d'entrer dans la pièce. Les autorités judiciaires ont tout. Ils sont probablement en train de servir des mandats de perquisition en ce moment. Comme sur commande, les portes de la salle de bal se sont ouvertes en grand. Des officiers de police judiciaire sont entrés, se dirigeant directement vers Sylvie et Isabelle. C'est de ta faute? M'a lancé Sylvie. Espèce d'ingrate. Non, je l'ai interrompu. C'est de votre faute. Vous avez choisi l'argent plutôt que vos filles. Toutes les deux. Marc a tenté de prendre la fuite, mais a été rapidement maîtrisé. Antoine a commencé à bredouiller à propos de coopération et d'accords de plaidoyer. Mesdames et messieurs, me suis-je adressé à la foule choquée. Je suis désolé d'avoir interrompu votre soirée, mais je pensais que vous deviez savoir avec qui vous faites affaire. Vérifiez vos comptes. Vérifiez vos contrats, car tout ce qu'ils ont touché a été construit sur des mensonges. Isabelle a été conduite devant moi, menottée. J'aurais dû te garder, a-t-elle murmuré. C'était ma plus grosse erreur. Non, ai-je répondu. Votre plus grosse erreur a été de penser que vous pourriez vous en sortir pour toujours. Florence s'est jetée sur moi soudainement, sa robe de créateur se déchirant pendant que la sécurité la retenait. Tu as tout ruiné. Vous l'avez ruiné vous-même, ai-je dit calmement. J'ai juste exposé la vérité. Pendant que les officiers les emmenaient, j'ai senti une présence à côté de moi. Maître Dubois m'a tendu une autre enveloppe. De votre grand-père, a-t-il dit. Il m'a dit de vous la donner après que justice ait été rendue. À l'intérieur, une seule note. La maison est à toi maintenant, petite renarde. Mais souviens-toi, une maison est plus que des murs et des richesses. C'est ce que tu y construis. Ne laisse pas la vengeance te consumer comme elle les a consumés. Avec amour, grand-père Maurice. J'ai regardé autour de la salle de bal, le chaos que j'avais créé, les débris brisés de la réputation de la famille. La victoire avait un goût différent de ce que j'avais imaginé. Moins douce, plus creuse. Mon téléphone a vibré. Un message d'Élodie. Merci de m'avoir trouvé. D'avoir exposé la vérité. Envie de prendre un café un jour? Les vraies sœurs devraient se connaître. J'ai souri, sentant quelque chose de chaud remplacer la froide satisfaction de la vengeance. Peut-être que grand-père Maurice avait raison. Peut-être qu'il était temps de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que j'avais réduit en cendres. Mais d'abord, j'avais une sœur à rencontrer. La maison est différente maintenant. La lumière du soleil traverse des fenêtres qui étaient toujours tenues closes, et le son des rires résonne dans des pièces qui autrefois ne contenaient que des cruautés chuchotées. Ces photos doivent partir, dit Élodie,
tendant la main vers les portraits de famille formels qui bordent l'escalier principal. Trop de faux sourires. Je l'aide à les décrocher, révélant des taches de papier peint plus sombres en dessous. Qu'est-ce qu'on devrait mettre à la place? De nouveaux souvenirs, suggère-t-elle, des vrais. La sonnette retentit à travers la caméra de sécurité. Je vois Maître Dubois se tenir sur le porche avec un épais dossier. Détail de la sentence finale, annonce-t-il pendant que nous le laissons entrer. Sylvie a pris 15 ans pour fraude et détournement de fonds. Isabelle a accepté un accord de plaidoyer, 7 ans. Marc et Florence ont eu 5 ans chacun. Élodie s'affaisse dans un fauteuil. Et les restitutions? Il confirme que le tribunal leur a ordonné de rembourser tout ce qu'ils ont volé, plus les dommages et intérêts. Bonne chance pour ça depuis la prison, murmurai-je. En fait, Maître Dubois a sorti quelques papiers. Plusieurs de leurs anciens associés se sont manifestés, offrant de réparer les choses. Il semble qu'ils ne veulent pas être liés au scandale. La porte d'entrée s'ouvre à nouveau. Nous avons renoncé à la garder fermée pendant la journée. Mon assistante Céline entre avec du café et des pâtisseries. L'hôpital pour enfants a appelé. Ils sont ravis de la donation pour la nouvelle aile. Ils veulent savoir si vous parlerez à la cérémonie d'ouverture. Élodie rencontre mon regard. Grand-père aurait adoré ça. Oui, j'acquiesce. En parlant de ça, je sors sa dernière lettre, le papier usé par les lectures répétées. Je pense que je comprends enfin ce qu'il voulait dire par construire quelque chose de mieux. La sonnette sonne à nouveau. Cette fois, c'est une jeune femme tenant un dossier. Je suis désolé de déranger, balbutie-t-elle. Je viens du refuge pour femmes. Nous avons reçu votre offre de donation. Entrez, je fais signe vers le salon. Parlons de comment nous pouvons aider. Pendant qu'Élodie la conduit, Maître Dubois me touche le bras. Une dernière chose. Antoine demande à vous rencontrer. Il dit qu'il a des informations sur d'autres secrets de famille. Non, je décide fermement. Plus de secrets. Plus de vengeance. Ce chapitre est clos. Il hoche la tête, approuvant. Maurice aurait été fier. Plus tard, alors que le coucher de soleil baigne le bureau d'une lumière ambrée, Élodie et moi sommes assises dans les mêmes fauteuils où grand-père Maurice a pris son dernier thé. Parfois, il me manque, avoue-t-elle doucement. Pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils auraient pu être. Je vois ce que tu veux dire. Je nous verse du thé à toutes les deux. Earl Grey, 2 sucres. Mais on ne peut pas réparer leur choix. Non, acquiesce-t-elle. Mais nous pouvons faire de meilleurs choix. Mon téléphone vibre. Un message de Sophie, la seule qui a évité la prison en coopérant. La thérapie aide. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Tu vas répondre, demande Élodie, observant mon expression. Pas encore, je réponds. Certains ponts ont besoin de temps avant de pouvoir être reconstruits. Céline passe la tête. Désolé de déranger, mais l'entrepreneur a besoin de savoir pour les plans de rénovation de l'Aillet. Le centre communautaire. Élodie s'anime. Dites-lui que nous voulons qu'il soit prêt pour le printemps. Pendant que Céline part, je regarde autour du bureau, les murs vides où pendaient autrefois des portraits prétentieux. Le bureau où grand-père Maurice a planifié son dernier acte de justice. La sœur que je ne savais pas avoir. Tu sais, dit Élodie, pour une maison construite sur tant de mensonges, nous la remplissons de beaucoup de vérité. Le soleil couchant attrape le service à thé en cristal, envoyant des prismes arc-en-ciel danser sur les murs. Dehors, j'entends des enfants jouer dans le jardin, les résidents du refuge à qui nous avons donné un logement temporaire. Grand-père Maurice a dit, une maison est plus que des murs et des richesses. C'est ce que tu y construis. En parlant de construire, elle sourit. Attends de voir les plans de rénovation de la bibliothèque, des programmes d'alphabétisation gratuits pour toute la communauté. Je ris. Utiliser leur argent pour aider les œuvres de charité qu'ils méprisaient. Le karma parfait. Pas le karma, me corrige Élodie. Le choix. Nous choisissons d'être différentes. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message de l'entrepreneur concernant les plans du centre communautaire. En le lisant, je réalise quelque chose. La victoire creuse de la vengeance a été remplacée par quelque chose de plus plein, plus riche, plus satisfaisant. Tu sais quoi, Élodie, dis-je, regardant les derniers rayons de soleil dorer la pièce. Je pense que nous avons enfin notre place ici.
Elle tend la main et serre la mienne. Nous l'avons toujours eu, ma sœur. Nous l'avons toujours eu. Dehors, le jardin résonne des rires d'enfants, et la maison qui fut bâtie sur des mensonges commence son nouveau chapitre. Un chapitre de vérité, de guérison et d'espoir. Pas à cause de la vengeance, mais à cause du choix.